On y va. Bien, bonjour à tous et toutes qui sont venus pour discuter un peu avec nous sur un sujet que j'ai mis de façon un peu provocatrice. On est en fin de journée, après toute une journée de débat. La fin prochaine des rois du pétrole. Bon, alors, au-delà de cette intitulé un petit peu provocateur, on va aller sans doute un peu plus loin. Mais pourquoi j'ai pensé à ça? D'abord parce que dans un thème des journées de l'histoire qui sont les Arabes et le monde, il me semblait absolument inenvisageable qu'on n'aborde pas la question en fait de la place du monde arabe dans les hydrocarbures et dans la situation actuelle, et y compris dans ce qu'on appelle une géopolitique du pétrole. Bien. Mais bien au-delà de cela. Alors, pourquoi j'ai pensé la fin prochaine? Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'à court terme, dans le contexte qu'on vient de vivre avec la pandémie, il y a eu un reflux de l'économie qui a été importante et donc une baisse de la consommation énergétique globale et donc du pétrole. Et avec, on a tous constaté, un effondrement des prix, puisqu'on est allé jusqu'à, Benjamin Auger me dira si je me trompe, mais autour de $30 le baril à un moment. Alors, pardon ? 18. On est même allé jusqu'à 18. Bon, alors là, vraiment, on nous payait presque pour faire le plein d'essence, quoi. Bon. Et puis, alors qu'on était sans arrêt dans un discours pendant longtemps de peak oil, qu'on allait manquer de pétrole, que ça allait être une catastrophe, etc. Donc ça, c'est un premier thème. Et puis, le deuxième thème qui me fait penser pourquoi parler de la fin des rois du pétrole, c'est la prise de conscience du réchauffement climatique. Prise de conscience qui, de mon point de vue, vraiment s'accélère. Des opinions publiques maintenant qui sont beaucoup plus sensibles, au fond, peut-être à la fin des énergies fossiles. Et que si cette évolution continue à s'accélérer un peu plus vite que le réchauffement climatique, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. On va avoir un certain nombre de problèmes, tout au moins pour un certain nombre de grandes majors du pétrole. Je lisais dans Le Monde, il n'y a pas très longtemps, qu'Exxon avait dû admettre à son conseil d'administration 2 représentants de façon à s'occuper à ces questions de réchauffement climatique, sous la pression de ses actionnaires qui avaient dit « Mais attendez, si vous ne vous en préoccupez pas, notre action nous va baisser et pour nous, c'est absolument une catastrophe. » Où on voit dans les journaux Total Energy faire toute une publicité pour nous donner à penser que ça devient une entreprise verte ou presque, voilà. Donc on voit bien qu'il y a une inquiétude, en tout cas pour certains d'entre eux, pas pour tous encore sûrement, mais en tout cas qu'il se passe quelque chose lié à tout ça. Alors, voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. Et puis parce que sur le plan géopolitique, il va y avoir il me semble, il peut y avoir des conséquences importantes. C'est-à-dire que pendant tout un temps, des années, on va dire 70, 80, 90 et peut-être début des années 2000, mais nos intervenants le diront, on a eu un poids du pétrole du monde arabe très important dans la production énergétique mondiale. Et il semblerait que ce poids soit aujourd'hui en diminution. Et donc, ce rapport de force qui pouvait s'exercer parce qu'on avait besoin d'acheter le pétrole produit dans le monde arabe, il a peut-être un peu changé de nature et ça peut avoir des conséquences tout à fait importantes. Alors, on va commencer par s'interroger sur au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde arabe à l'heureux temps, on va dire, d'un pétrole très cher. On a souvent parlé que c'était une économie de rente. Seulement, l'économie de rente, ça a besoin d'être un peu définie. Alors, ce sera la première question que je vais poser à nos 2 intervenants. On va commencer par Benjamin, puis on passera à la question à Philippe Pétria ensuite. Comment vous définiriez une économie de rente ? Bonjour à tous. Je pense qu'économie de rente, c'est des pays dont une très grande partie du budget est basée sur une matière première, le pétrole, le gaz, les minerais, etc.,
Et surtout, ça implique que ce n'est pas eux qui déterminent le prix, mais que c'est des marchés internationaux. Donc la souveraineté économique de ces pays-là est très, 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 très limitée. Donc à chaque fois, on voit qu'on fait des budgets prévisionnels et qu'il y a énormément de budgets rectificatifs parce qu'on ne peut pas prévoir ce type de secteur d'activité. Donc beaucoup d'argent, mais on ne peut absolument pas prévoir l'année d'avant, l'année d'après ce qui va se passer. Et les chutes très très fréquentes, qu'on appelle des contre-chocs pétroliers, font que parfois on a des énormes trous dans le budget, et ça arrive de plus en plus fréquemment ces dernières années, le Covid étant la dernière année de ce type de fonctionnement. Philippe, vous seriez d'accord avec cette définition ? Je suis d'accord. Et puisque je suis historien, je reviens aussi sur l'histoire de cette notion de rente, notamment dans les pays arabes, puisque c'est une notion qui a été théorisée à la fin des années 70, puis au début des années 80. Et ce qui est intéressant en histoire, c'est que c'est le moment précisément où on se rend compte que le pétrole n'entraîne pas un développement économique automatique. Et l'économie de rente, lorsqu'elle est développée, donc, notamment par des gens comme Luciani en Europe, mais Hazem El-Beblaoui dans les pays arabes, est aussi une façon de montrer comment est-ce qu'on peut s'enrichir sans travailler et sans produire de valeur ajoutée, c'est-à-dire avoir un comportement de rentier. Ce qui, dans les années 70 et début 80, est évidemment, dans les théories économiques en vigueur à l'époque, un défaut majeur de développement des pays arabes. C'est précisément le moment où, vous l'avez dit, Béatrice, la richesse du pétrole ne produit pas les effets escomptés dès les années 70, avant même le début du contre-choc pétrolier. Et je crois que cette histoire aussi de la théorie de la rente, autant que la théorie elle-même, est très intéressante pour comprendre comment les pays arabes voient le pétrole à cette époque-là. Bien. Alors peut-être aussi, on voit bien que les situations en ce moment sont fragiles pour un certain nombre de pays arabes, y compris sur le plan économique. C'est-à-dire, si on reprend la définition que vient de donner Benjamin Auger et partagée par Philippe Pétria sur l'économie de rente, où au fond, on ne produit, à part du pétrole, on ne produit rien, on n'a aucune valeur ajoutée, aucun développement proprement dit. Ce qui me fait dire que dans le cadre de l'Iran, à l'époque du Shah, c'était pas ça du tout qui était pensé. C'est-à-dire qu'au contraire, on ne jouait absolument pas l'économie de rente, mais une forme d'économie de développement. Bon, je ferme ma parenthèse. Cette dépendance, au fond, à un prix qui est déterminé par l'extérieur en fonction d'aléas qui ne sont d'ailleurs pas des aléas forcément économiques, la santé dans le cas de la pandémie, le politique dans le cas d'un conflit. Comment on en est arrivé là, d'une certaine façon ? Si on prend l'exemple de l'Algérie, dont on dit souvent c'est un exemple d'économie de rente, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi c'est ce choix-là ? Est-ce que c'est un choix d'abord d'avoir pris cette orientation au fond d'un non-développement réel pour arriver à une économie de rente ? Puis je vous poserai la même question, Philippe, après, pour les pays du Golfe. L'Algérie, en fait, a suivi le modèle de la plupart des pays de l'OPEP, c'est-à-dire que ça soit après le premier choc pétrolier de 73 ou après le deuxième choc pétrolier de 79, les revenus ont été multipliés par 10 entre octobre 73 et 1980. Donc à partir du moment où ces revenus sont augmentés si rapidement, on a une tendance à s'intoxiquer à ce genre de manne-là, à augmenter le nombre des fonctionnaires. Par exemple, un pays comme l'Algérie, il y a 2,5 millions de fonctionnaires pour une population active de 12 millions, donc c'est extrêmement significatif. Et on a aussi généralement la tentation d'être dans une économie de subvention. Donc le pouvoir algérien, dès les années 80, a eu les moyens de subventionner de nombreux produits, c'est toujours le cas actuellement, pas uniquement énergétiques, donc il y a évidemment l'essence, évidemment le gaz, mais il y a aussi le pain. Il y a aussi énormément d'autres choses. Et par exemple, les hôpitaux sont totalement gratuits. Enfin, tout un tas de choses qui permettent de dire qu'il y a un État-providence. Il y a un État-providence qui se met en place. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une fonction publique qui coûte cher et un certain nombre de services aussi qui sont apportés à la population. C'est très, très difficile d'arrêter ce système-là. Et c'est aussi un système clientéliste. Si vous avez une fonction publique importante, vous avez tendance à avoir une plus grande stabilité politique. C'est ce qui a entraîné notamment ce que des présidents restent en place très très longtemps. Ça se voit dans beaucoup de pays, y compris au Gabon. Plus vous avez de revenus pétroliers, gaziers, enfin une manne qui tombe comme ça divinement, plus la fonction publique est importante parce que c'est une façon de stabiliser le pouvoir. Donc c'est grâce à l'argent des années 70, 73, 79 qu'on a pu se permettre ce genre de fonctionnement d'économie de rente. Et comme on a de l'argent, on a tendance à détruire beaucoup d'industries locales parce qu'on a les moyens d'acheter à l'international. D'accord. Même scénario dans le cas des pays du Golfe ou c'est un peu plus compliqué ?
C'est à peu près le même, mais en même temps, il y a des différences. Donc, l'économie de rente, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une critique, en fait. Hein. C'est une théorie Oui. assez critique, qui a souvent je pense qu'on va y revenir aussi, des conséquences politiques, hein, de l'économie de rente. Mais pour les pays du Golfe, et il me semble aussi pour l'Algérie, d'ailleurs Abdel le dit très bien dans ses mémoires, dans les années 70, le pétrole, c'est d'abord le développement. C'est-à-dire qu'avant la critique, c'est d'abord en fait de l'eau qui arrive, c'est de l'électricité, ce sont des routes. C'est donc en fait en l'espace d'à peine une génération un développement extraordinaire en fait qu'ont connu les pays arabes en l'espace d'une vingtaine d'années. Et puis pour beaucoup de pays arabes, l'Algérie bien sûr, mais aussi les pays du Golfe d'une certaine façon, qui sortent des protectorats, c'est une sorte d'indépendance économique acquise après une indépendance politique qui souvent a été acquise de façon difficile pour l'Algérie comme pour les pays du Golfe d'ailleurs, où les négociations n'ont pas toujours été faciles. Et donc je pense que, comme vous l'avez dit Béatrice, dans les années 70 et dans les années 60, le pétrole c'est d'abord un instrument magique de développement. Et j'emploie le mot magique un peu volontairement parce que voilà, et à dessein parce que dans la théorie, enfin parmi les théories économiques qui ont été le plus employées, c'était une focalisation sur les industries lourdes, c'est-à-dire le modèle des industries industrialisantes. Donc puisqu'on a du pétrole qui est une industrie lourde par définition, on va construire autour de sortes de complexes pétrochimiques, pétroliers, gaziers, qui ont pour vocation d'entraîner ensuite le reste de l'industrie pour produire des produits dérivés, des sous-traitants, Excusez-moi, etc. Philippe, parce que ce modèle de l'industrie industrialisante, il est très présent en Algérie dès l'indépendance. Et avant même de se dire qu'on pourra le faire grâce au pétrole, c'est sur un modèle, on va dire, de type soviétique. Voilà, on va faire des industries lourdes, et puis avec ces productions d'acier, on fera des industries manufacturières, et puis c'est Perrette et le Potolet, si vous voulez. Hein. Voilà, Tout à fait. ça Oui. va se développer. Mais les hommes sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes. Destan de Béarnis, enfin voilà, donc parmi un des plus grands théoriciens de ce type d'industrie industrialisante, est un grand conseiller et régulièrement lu jusqu'à Boumedienne en Algérie. Et il est aussi lu par d'autres intermédiaires dans les pays du Golfe. Donc c'est un modèle qui est très puissant et qui a conduit aussi les pays du Golfe à se concentrer sur une industrie pétrochimique dont on découvre en fait un peu tard qu'elle n'entraîne pas autant l'économie qu'on le pensait, en fait, en réalité, pour différents problèmes qu'on pourra évoquer par la suite. Mais donc, au fond, c'est aussi un modèle auquel on a cru et qui n'a pas marché. Mais il n'a pas marché a posteriori, en fait. Oui, bien c'est sûr. aussi une critique a posteriori. D'accord. Donc, si on en revient maintenant, donc on vient de retracer un peu rapidement cette histoire-là de l'installation de l'économie de rente. Et maintenant, on pourrait peut-être essayer de regarder, au fond, quelle est la situation actuelle dans ces pays, tant dans les pays du Golfe que dans l'Algérie, voire plus globalement dans les pays arabes producteurs de pétrole. Où on en est ? Alors la grande différence entre l'Algérie et le Golfe Persique, c'est que l'Algérie a des problèmes dans son secteur pétrolier d'abord. C'est-à-dire que la production pétrolière diminue depuis une dizaine d'années, la production gazière diminue aussi depuis quelques années, alors même que la consommation explose, liée notamment à ce que je vous ai dit plus tantôt par rapport aux subventions. Comme c'est très peu cher, on a tendance à énormément gaspiller. Une croissance démographique qui est quand même très importante. Une croissance démographique qui est l'une des plus importantes en effet du Maghreb. Et donc, c'est un modèle qui se grippe, mais il y a aussi une particularité par rapport au Golfe, c'est que les investisseurs étrangers ont tendance à investir de moins en moins en Algérie, parce qu'il y a de nouvelles taxes qui sont mises en place et qui empêchent, en tout cas selon leur point de vue, d'investir et de gagner suffisamment d'argent. Excusez-moi, on met ces nouvelles taxes pour continuer à maintenir une économie de rente. C'est pour ça qu'on taxe plus ? C'est pour capter en fait une part de l'augmentation des prix de 2003 à 2008. On crée cette taxe en 2006 qui s'appelle la taxe sur les profits exceptionnels et qui taxe les profits exceptionnels comme son nom l'indique. Et ils sont rétroactifs. C'est-à-dire qu'on commence cette loi à partir de 2003. Il y a des arbitrages internationaux par des sociétés qui considèrent que c'est illégal de faire de la rétroactivité. Et ça casse la confiance entre le secteur privé qui est déjà pas très développé en Algérie dans le secteur pétrolier et la Sonatrach et le ministère de l'Énergie. Et vous voyez que vraiment la production diminue petit à petit depuis le milieu des années 2000. Donc il n'y a pas de problème vraiment de réserve là-bas, mais il y a un problème d'investissement, c'est-à-dire que Sonatrach fait quasiment 90% de l'exploration dans le pays, ce qui est absolument considérable pour un pays avec une telle taille et des bassins sédimentaires aussi importants. Donc même dans le secteur pétrolier, c'est un secteur pétrolier en crise, ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite, qui n'a aucun problème pour produire du pétrole, ce qui n'est pas le cas du Qatar pour la production du gaz. Là, on est dans un cas particulier où on est déjà dans une mono-industrie, dans un état rentier, avec une grande interrogation sur le seul secteur qui fonctionne, qui est le secteur du pétrole et du gaz, parce
qu'on a coupé la confiance avec le secteur privé. Et Sonatrach est également aussi très en retard au niveau technologique, notamment pour tous les nouveaux types de gaz et pétrole, notamment gaz et pétrole de schiste. Philippe, c'est la situation est celle-là ou pas? En fait, là, pour le coup, c'est compliqué de parler des pays du Golfe parce que la situation est très variée d'un pays à l'autre. Faites-nous rapidement un petit tableau qu'on comprenne. Alors, je vais essayer de faire un petit tableau, même si je ne suis pas spécialiste de l'ensemble des pays du Golfe, mais parlez de ceux que vous connaissez. Voilà, Benjamin a évoqué l'Arabie Saoudite, où effectivement il n'y a pas de problème d'industrie. C'est-à-dire qu'on a une industrie qui est très compétitive, en plus avec un pétrole qui est très peu cher à produire, pour des questions aussi géologiques. Le pétrole du Golfe est très facile à faire sortir, à extraire. J'emploie des termes à extraire, tout à fait. Donc il y a un coût de production qui est très faible. L'industrie saoudienne, qui est une héritière des grandes compagnies américaines, et des Rockefeller en fait en particulier, est une industrie qui fonctionne très bien, et d'ailleurs une des industries de la pétrochimie qui est la meilleure du monde. Enfin, la SABIC est le 2e ou 3e géant mondial de la pétrochimie. Donc il n'y a pas de problème industriel en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème de réserve non plus, a priori, sauf si les rumeurs qu'on entendait en 2005-2006 sont vraies, mais en tout cas il y a des réserves qui permettent largement de voir arriver la fin du pétrole. À l'inverse, un pays comme Oman, par exemple, lui a 15 à 20 ans de réserve selon les prédictions, y compris les prédictions les plus officielles. Donc là, on a un problème aussi de réserve, qui est aussi un problème d'industrie, puisque les dernières gouttes de pétrole sont les plus difficiles à extraire, et en particulier en Oman, où là, la configuration géologique, je ne suis pas géologue, mais tectonique et géologique, fait que c'est un pétrole qui est pour le coup beaucoup plus cher à produire que ses voisins du Nord. Ce qui explique aussi, en diplomatie, souvent la position politique de ce voisin très particulier qu'est Oman. La situation d'Oman, c'est aussi celle de Bahreïn, qui lui en fait est quasiment à la fin de son pétrole. Bahreïn exporte du pétrole, mais c'est essentiellement du pétrole saoudien qu'il raffine, et qui était exporté jusqu'à Bahreïn, où les grandes raffineries du pétrole ont été les premières d'ailleurs de l'histoire dans les années 30 dans le Golfe. Et ça aussi, encore politiquement, ça explique beaucoup aussi de la dépendance de ce petit royaume qu'est Bahreïn vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, puisqu'en fait le pétrole bahreïnien est en fait un pétrole saoudien en grande partie. Et puis pour prendre un troisième type, un peu plus différent de ces grands pétroliers qui n'ont pas trop de problèmes industriels, ou des pays qui au contraire sont en train de rentrer dans une phase contrainte de post-pétrole, il y a des pays comme l'Irak qui ressemblent un peu plus à ce que disait Benjamin pour le problème industriel, avec des décennies de sous-investissement, des infrastructures qui ont été mises à terre à la fois par les guerres et par les embargos. Et puis, en revanche, la différence avec l'Algérie, c'est que là, pour le coup, il y a des réserves en Irak. Le problème, c'est de les exploiter et de bien les exploiter, c'est-à-dire sans trop de pertes, et puis d'attirer des investisseurs dont on comprend les hésitations à intervenir et à investir largement en Irak aujourd'hui. Donc il y a vraiment des situations assez variées. J'ai essayé de les résumer là en 3-4 types, mais évidemment on pourrait affiner pour les pays du Golfe. Donc l'importance des investissements. Dans le pétrole, les investissements, c'est très lourd. Il faut donc beaucoup d'argent. Apparemment, l'Algérie n'a plus les moyens de financer seule des investissements importants, y compris dans la formation de ces ingénieurs, puisque vous dites que le niveau de technicité est plutôt en régression et non pas en progression. Ça me fait penser un peu au Venezuela, cette affaire, où avec l'arrivée de Chavez au pouvoir et des décisions, on va dire, malencontreuses, mais même si elles semblaient sympathiques, ont eu des conséquences extrêmement importantes sur l'industrie pétrolière vénézuélienne. Et en revanche, si on voit bien la comparaison avec les pays du Golfe, ou en tout cas avec l'Arabie Saoudite, mais peut-être est-ce vrai aussi du Qatar, il faudrait voir. L'importance des investissements est encore tout à fait possible. On a les reins assez solides pour continuer à investir, et y compris dans la formation des ingénieurs et de la recherche, qui est aujourd'hui, parce que ça, je pense que ça a besoin d'être précisé, entre les mains de Qataris s'il s'agit du gaz, ou de Saoudiens s'il s'agit du pétrole, ou est-ce que c'est des intervenants étrangers, c'est des contrats passés avec des étrangers pour faire fonctionner l'affaire? Alors c'est des situations extrêmement différentes. Sonatrach, comme je le disais avant, gère une très grande partie de la production, du transport, de la transformation et de la vente du pétrole, quasiment tout depuis 1971, en fait, depuis la nationalisation.
Les nationalisations n'ont pas été les mêmes dans les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite gère 100% de son pétrole, c'est-à-dire Saudi Aramco produit 100%, mais elle a des contrats de service, donc avec les Halliburton, les Schlumberger, les Total, mais qui ont des tâches à effectuer. Elles ne produisent pas le pétrole elles-mêmes. La grande difficulté de l'Algérie au niveau de la formation de ces cadres, c'est qu'en fait, ces cadres partent. Ils partent dans ces pays-là, justement. Ils partent en Algérie, ils partent au Qatar, ils partent en Arabie Saoudite pour des questions simplement pécuniaires. De salaire. De salaire, exactement. Les salaires chez Sonatrach sont assez bas. Donc il y a une vraie fuite des cerveaux Combien vers le gagne Golfe. le patron de la Sonatrach, par exemple? Quelques milliers d'euros, 3 à 4 000 euros. Donc c'est extrêmement peu. Ouais. Un patron de Saudi Aramco en Arabie Saoudite, c'est une des personnes les plus importantes du pays. Il a un salaire absolument énorme. Et c'est tout à fait normal pour eux. Donc c'est assez classique qu'il y ait une fuite des cerveaux. Et d'autre part, comme la Sonatrach gère absolument tout, ou une très très grande partie, il y a un problème de compétition. Et donc il y a une tendance à ne pas vouloir se surpasser, si vous voulez. Et il y a une baisse petit à petit du niveau de formation. Je ne comprends pas bien ça, ce que vous venez d'expliquer là. Quand il n'y a pas de compétition, oui, on a tendance à pas forcément faire beaucoup d'efforts. D'accord. Donc, quand il y a de ils la sont quand même concurrence, en compétition avec ce qui se passe autour d'eux, ailleurs. En tout cas, apparemment, ça n'a pas beaucoup de conséquences, puisque la production continue à baisser. Et pour le moment, les mesures qui ont été mises en place pour relancer le secteur, il y a eu plusieurs nouvelles lois, notamment une qui a été votée en décembre 2019. Elle n'est pas mise en place parce qu'on attend toujours les décrets d'application et il y a des problèmes politiques, comme on le sait là-bas. Il y a eu des tentatives en 2012 et 2013 d'amendement d'une loi de 2005, mais il y a un vrai problème de confiance avec le secteur privé. C'est ce que je disais avant. Sans la confiance, il n'y a rien de possible et les gens investissent là où ils pensent pouvoir gagner de l'argent tout simplement. Et en Algérie, pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. D'accord. La situation donc est radicalement différente dans le cadre des pays du Golfe, puisque, d'après ce que vous dites, il y a les moyens, il y a de la formation, il y a de la délégation de services, et même si on a des préoccupations de ce qui va se passer après, pour l'instant, on est encore dans une situation où on peut satisfaire aussi par les revenus une population qui a aussi une croissance démographique importante, qui a été habituée à un train de vie, à des subventions importantes. On peut toujours assurer ça dans le cadre des monarchies du Golfe. Alors là encore, ça dépend des pays. C'est un gros problème pour l'Arabie Saoudite, qui a une population de quasiment 30 millions d'habitants, qui est pour le coup incomparable. On ne peut pas comparer avec des Émirats où la population se chiffre en moins d'1 million. Donc là aussi, les situations sont très différentes. Et je pense que pour l'Arabie Saoudite, ça explique aussi beaucoup de l'urgence avec laquelle le prince héritier essaye d'appliquer des réformes, ou en tout cas fait passer des messages de réforme. Parce que là, il y a vraiment un gros risque social. C'est-à-dire qu'il y a une classe moyenne saoudienne qui ne vit pas sur l'or, qui ne roule pas du tout sur l'or et qui gagne des salaires qui sont comparables aux nôtres, avec des inquiétudes comparables aux nôtres lorsque les crises arrivent du pétrole. Je reviens sur la question de la formation parce qu'elle est effectivement fascinante pour une table ronde sur l'histoire et le monde, les Arabes et le monde, pardon. C'est qu'il y a une sorte de renversement en fait. Dans les années 50 et 60, effectivement, comme le disait Benjamin, les spécialistes, ils étaient en Algérie et en Libye. Et on les faisait venir dans les pays du Golfe parce que c'était eux qui avaient l'expertise et puis c'était eux qui avaient réussi à prendre en main l'industrie en quelques jours, en fait, c'est ce qu'on avait vu. Donc, ils impressionnaient beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis les années 80, c'est-à-dire en fait depuis la nationalisation de l'ensemble, quasiment de l'ensemble, des compagnies productrices dans le Golfe, 1980 pour l'Aramco, en fait, puisque c'est l'exemple qu'on a cité dernièrement, l'essentiel des cadres et des positions dirigeantes sont occupées par des nationaux, des citoyens nationaux. Et d'ailleurs, sur les champs de pétrole, j'en ai fait l'expérience il y a moins de 2 mois, ceux qu'on voit, ce sont des nationaux, les ouvriers, etc., etc. En revanche, il y a encore beaucoup de contrats de service, notamment pour la maintenance, pour des questions d'expertise technique, ou lorsqu'on s'apprête à faire des opérations plus compliquées, donc des forages, des reforages, etc. Là, en revanche, il n'est pas du tout rare de faire appel à des compagnies extérieures, et là, qui arrivent avec leurs employés américains, britanniques, néerlandais, et de plus en plus chinois et indiens, qui ont une vraie expertise dans le pétrole et qui le développent en coopération avec les pays du Golfe. Et là, c'est vraiment très intéressant de voir ce renversement, en fait, dans les rapports entre les pays arabes eux-mêmes, quand il est question d'expertise, notamment d'expertise pétrolière. On est obligé d'aller chercher. Mais je suis étonnée quand vous dites les Chinois, parce qu'ils n'ont pas énormément de pétrole chez eux, ou ils ont acquis cette expérience et ce savoir-faire dans la prospection pétrolière, dans les services. Ils produisent beaucoup ?
Alors, Ça- c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils produisent et ensuite ils ont énormément investi depuis, je crois, les années 2000 en fait, hein. C'est là un gros tournant dans l'ensemble des pays arabes. Alors Benjamin, je pense, pourra en dire plus que moi sur ce qui est de l'Algérie. En Irak, par exemple, on avait beaucoup parlé des grosses entreprises américaines qui auraient raflé les contrats après Oui. 2003-2005. En réalité, derrière, il y a énormément d'entreprises et du Golfe qui ont beaucoup investi, parfois sous des sociétés un peu écran. Donc on a eu du mal à les voir, mais quelqu'un comme Adam Hanieh, donc un économiste qui connaît très bien ces questions, les a très bien identifiées. Et puis beaucoup de compagnies chinoises qui avaient moins de réticence à intervenir dans des régimes juridiques moins Moins sûr. structurés, des régimes politiques moins libéraux, et qui ont mis le paquet. Et puis enfin, il y a une vraie stratégie, et de la part de la Chine, et de la part des pays du Golfe, mais aussi avec l'Inde, de construire des véritables alliances en fait, industrielles, qui font qu'aujourd'hui, en fait, l'Aramco, par exemple, investit en Chine pour entretenir des dépôts de gaz et de pétrole, pour entretenir aussi, ou pour acquérir des raffineries, et raffiner directement sur la côte, par exemple, chinoise, la côte est chinoise, ou en Inde, et inversement, des investissements chinois et indiens très importants aussi dans les pays du Golfe, qui font qu'on n'a pas seulement un rapport de dépendance, mais un rapport de dépendance mutuelle, en fait, entre l'Asie et les pays arabes. Et je crois que c'est vraiment une nouveauté des années 2000 de constater ça. Ça nous sort du face-à-face des pays arabes avec Les l'Europe ou les Occidentaux. États-Unis. D'accord. Tout à fait. Oui, oui, non, mais ça, c'est effectivement une donnée importante. C'est pour ça le titre sur la fin des rois du pétrole était heureusement avec un point d'interrogation. Sinon, on aurait été dans quelque chose qui n'aurait pas été juste. Benjamin, vous avez dit, oui, mais les Chinois produisent beaucoup. Quand vous dites beaucoup, c'est quoi ? Les Chinois produisent à peu près 4 à 5 millions de barils par jour, donc 2 fois plus que le Nigeria, et étaient indépendants énergétiquement au niveau du pétrole jusqu'en 1993. Donc ils ont une vraie antériorité sur le secteur pétrolier gazier. Ils ont 3 sociétés d'État qui se projettent partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Ils ont des compétences dans toutes les différentes, que ce soit exploration, développement, raffinage. Ils construisent des raffineries, y compris en Afrique, y compris en Algérie. Et donc, ils ont une compétence révélée depuis longtemps. Et donc, comme 4 millions de barils par jour, c'est quand même important. Évidemment, c'est rien par rapport à la consommation. Mais ils produisent quand même 2 fois plus que le Nigeria, qui est le premier producteur de pétrole du continent africain. Bien sûr. Voilà. Alors, dans notre réflexion, il y a une question qui est de plus en plus prégnante, c'est justement la question du réchauffement climatique. Et avec la préoccupation de voir les hydrocarbures diminuer considérablement dans la consommation de façon à lutter contre la production de CO2. Bien, ce qui peut donner à penser qu'à la limite, s'il y en a une opinion publique qui prend conscience de plus en plus de la gravité de la situation, on peut avoir une opinion publique qui se détourne ou qui cherche ou qui fasse pression pour qu'on abandonne plus vite que prévu non seulement le charbon, mais peut-être le pétrole. Est-ce que c'est quelque chose, une sensibilité qu'on trouve désormais aussi dans les pays, dans les sociétés civiles du monde arabe, où on n'en est pas encore là et le pétrole est encore tellement une source, j'allais dire, de survie économique que on ne se préoccupe pas de ça, ou est-ce que c'est une préoccupation qui commence à faire bouger les choses ? Benjamin ? Dans les pays arabes, je ne pense pas que ça soit une préoccupation très importante, en tout cas dans les pays arabes producteurs de pétrole, que ce soit en Algérie ou dans le Golfe. Au Qatar, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gaz. En Arabie Saoudite, moi quand j'y étais, clairement c'était un sujet anecdotique, le solaire, pourtant ils en auraient quand même beaucoup de possibilités, et ça reste un sujet du monde occidental pour faire simple, mais il y a aussi d'autres pays qui sont énormément là-dedans, comme l'Inde. L'Inde produit énormément de renouvelables. La Chine. La Chine aussi, la Chine, mais l'Inde de façon considérable, et les grandes majors occidentales investissent énormément d'argent dans le renouvelable en Inde. C'est le cas par exemple de Total. Oui, mais justement, vous dites, je pense à l'Algérie. Le solaire pourrait être évidemment, dans le cas de l'Algérie, une énergie renouvelable, puisque on a une chute d'investissement dans le pétrole, on a une baisse de production, comme vous l'avez expliqué. On pourrait imaginer qu'on puisse se tourner vers d'autres sources d'énergie durable. Alors, il y a des projets de solaire, il n'y a pas rien, mais le problème, c'est l'obsession du contrôle des Algériens. C'est un secteur qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas la technologie. Donc, pour le moment, ils s'en détournent encore largement.
alors que le pétrole et le gaz, ils maîtrisent. Après l'indépendance en 62, ils ont vraiment repris les choses avec la nationalisation de 71, donc ils connaissent ce secteur-là, même si on a dit qu'il y avait un certain nombre de manques au niveau technologique maintenant comparé au secteur privé. Mais le solaire, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. La technologie, ils ne la maîtrisent pas. Donc pour le moment, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils mettent énormément de moyens. Et ils mettent plutôt davantage de moyens, en tout cas dans la réflexion des gens au ministère de l'Énergie, sur les questions de gaz et pétrole de schiste, là où ils ont justement énormément de réserves potentielles. Donc eux, ils voient plus les choses de cette manière-là, plutôt que de la manière réchauffement climatique, on doit faire du solaire. Oui. Est-ce que c'est la même chose dans les pays du Golfe où, moi, quand je lisais la presse, on avait l'impression que, au moins chez le futur roi d'Arabie Saoudite, Ben Salman, il y avait une préoccupation de penser l'après-pétrole et peut-être même sur des considérations d'ordre, on va dire, environnemental. C'est faux? C'est vrai? C'est quoi? C'est tout à fait vrai, et je pense que c'est là que l'intérêt de la table ronde va se révéler, parce que là, je suis pas tout d'accord avec Benjamin Auger, puisque, bon, moi, je pense qu'il y a une conscience croissante de ce que c'est que le changement climatique, qui, il est vrai, n'est pas formulé, en tout cas en arabe souvent, dans les réseaux sociaux, sous la forme de changement climatique. C'est plutôt des préoccupations plus ponctuelles sur l'eau, sur le réchauffement, c'est-à-dire la température, l'eau, le gaspillage de l'eau ou la pollution, qui sont des vraies préoccupations, effectivement qui n'ont pas la force de ce qu'on peut avoir dans des sociétés, disons-le, démocratiques, où on peut avoir des associations, des partis qui s'en emparent, mais qui apparaissent sous la forme de petits clubs, de petites mobilisations, qu'on peut identifier comme des mobilisations de jeunes urbains favorisés, cultivés, mais qui montrent quand même qu'il y a une conscience grandissante, je crois, de ces enjeux. Alors les sondages, on n'a pas beaucoup, et ils sont toujours un peu, on peut toujours les remettre en cause ou les mettre en doute, en tout cas lorsqu'ils sont menés dans le Golfe, mais montrent qu'il y a vraiment une croissance de cette conscience climatique. Alors de la part du prince héritier, il y a un véritable enjeu, il est le produit de son temps, je veux dire, il est trentenaire, donc il a grandi là-dedans, dans ces discours-là. Et puis il y a aussi une conscience très importante chez lui, c'est qu'il faut aussi convaincre non seulement sa population, mais aussi les investisseurs extérieurs. Et aujourd'hui, il a très bien compris que c'était impossible d'attirer des investissements si on n'avait pas aussi un discours sur le changement climatique. Donc il y a les deux chez le prince Mohammed bin Salman, pour vous répondre, Béatrice Gibelin. Il y a à la fois une véritable conscience que c'est un enjeu majeur, on pourrait y revenir, pour les pays du Golfe, le changement climatique, c'est un risque à court terme, mais il y a aussi une volonté de convaincre les investisseurs qu'on a compris ce que c'était que le changement climatique et que donc on était un pays où on pouvait investir de façon sûre. Voilà. Alors je reviens sur ce changement climatique. J'ai dit que c'est un risque à court terme, et là encore c'est une vraie conscience, notamment chez des ingénieurs. J'en avais interviewé quelques-uns lorsque j'avais... Pourquoi vous dites que c'est à court terme? Ben oui, c'est là-dessus que je veux revenir, parce que moi, quand j'avais fait mon livre, j'avais interviewé quelques ingénieurs, donc de l'Aramco, à Koweït, etc., qui m'avaient expliqué que pour eux, c'était déjà le cas. C'est qu'ils sont déjà en train d'essayer de penser, par exemple, très concrètement, comment leurs infrastructures vont pouvoir résister à une augmentation de température de 2 à 3 degrés en moyenne. Dans un désert où il fait déjà 50, 55, 2-3 degrés, ça peut tout changer. C'est-à-dire que ça peut vous foutre en l'air, pardon pour l'expression, mais il suffit qu'il y ait un pipeline qui saute ou un joint qui n'ait pas été pensé pour les 3 degrés de plus, et votre infrastructure doit être repensée totalement. À cela s'ajoute le fait que les pays du Golfe, vous le savez, sont très peu élevés au niveau de la mer, et parfois en dessous au niveau de la mer. Voilà, donc 1 mètre, ça fait toute la différence. 1 mètre, vous avez des installations de l'Aramco qui sont sous l'eau. C'est pareil à Koweït, c'est pareil à Oman. Donc ils sont déjà en train de penser ça. Alors évidemment, ils n'ont pas la technique, où on peut dire ils n'ont pas poussé autant qu'on le fait aujourd'hui dans notre société. Mais c'est déjà un enjeu, c'est déjà une préoccupation qui est majeure, y compris pour les pétroliers du Golfe. Et ils le disent eux-mêmes, parce que le changement climatique, à court terme, encore une fois, c'est-à-dire que 2-3 degrés, c'est pas dans 50 ans, peuvent remettre en péril l'ensemble de leurs installations et donc de leur économie. Benjamin, vous souscrivez ou pas? Puisque vous aviez l'air de dire que non, ce n'était pas à l'ordre du jour. Non, je pense que pour beaucoup de pays de l'OPEP, ça reste encore un discours et qu'il n'y a pas quelque chose de central et une vraie politique, notamment en termes de qu'est-ce qu'on fait des revenus. Est-ce qu'on continue à les mettre dans le pétrole pour continuer à produire du pétrole ou du gaz, ou est-ce qu'on le met justement pour avoir une transition énergétique avec le gaz, avec le solaire et l'éolien? Pour le moment, ça reste extrêmement cosmétique. Alors je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas conscience, ils en ont parfois conscience, mais dans les faits, dans les moyens, dans les investissements globaux de ces sociétés, de ces énormes mastodontes comme Saudi Aramco, le pourcentage qui est mis dans les énergies renouvelables est ridicule, complètement ridicule. Donc on est encore dans un discours et quelque chose d'assez cosmétique. Peut-être on est au début de la prise de conscience avant qu'on arrive à réussir à passer dans les sacs. Regardez le mal qu'on a déjà dans les pays occidentaux à
passer au changement. Bon, on l'annonce toujours et puis on ne va jamais aussi loin qu'on le pensait. Donc on peut imaginer que dans des pays où les revenus des hydrocarbures sont essentiels à faire tourner la machine, on y regarde à deux fois avant d'essayer de passer à autre chose, même si on sera bien obligé d'y arriver à un moment et peut-être même plus vite qu'on ne le pensait. Dans cette situation, je voudrais revenir à, peut-être parce que c'est un peu ma préoccupation intellectuelle, la situation géopolitique des pays arabes pétroliers aujourd'hui. On revient un petit peu antérieurement. Les chocs pétroliers de 73, où Benjamin a rappelé que le pétrole avait été multiplié par 10 dans un laps de temps en 10 ans extrêmement court, a donné des moyens avec des revenus colossaux sur des pays dont la population était très peu nombreuse. Et que tout cet argent, il a bien fallu aller l'investir quelque part. On ne pouvait pas l'investir exclusivement chez soi. Je ne parle pas de l'Algérie, qui est dans une autre configuration, mais je parle bien des pays du Golfe. Et donc, si Philippe Petria pense que je me trompe, il me corrigera bien évidemment. Et que cet argent-là, très, très important, il a été investi, que ce soit sur la place de Londres, que ce soit aux États-Unis. Et je pense que cet argent-là, ces pétrodollars, comme on les a appelés, ont été des accélérateurs ou tout au moins ont contribué au développement de la mondialisation. Puisque une fois qu'ils étaient là-bas, on les a investis, soit dans ce qu'on a appelé les tigres de l'Asie, ça a été le premier phénomène, et on a bien vu que la place du pétrole dans le développement économique de l'Occident était très important et dépendait pour partie de la bonne volonté, tout au moins dans le contrôle des prix, avec la création de l'OPEP, à l'initiative du Shah d'Iran. Comment tout ceci nous mettait d'une certaine façon dans la main des grands producteurs de pétrole arabes, ce qui a donné une situation géopolitique particulière. Bien. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression, mais vous pouvez bien évidemment l'un et l'autre me contredire, j'ai l'impression que ce n'est plus l'arme décisive. Voilà. D'abord parce que les États-Unis, avec le gaz de schiste et le pétrole, est redevenu exportateur de pétrole, d'une part. Deuxièmement, parce qu'on trouve maintenant des gisements de pétrole, mais surtout de gaz. J'ai l'impression que chaque fois qu'on creuse, on en trouve ou presque. Enfin, j'exagère, mais quand on voit les gisements, par exemple, la Méditerranée orientale, les pays arabes ont longtemps cru qu'on allait être vis-à-vis d'Israël, ils seraient étranglés parce qu'ils n'avaient pas de pétrole. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. D'abord, ils ont essayé de trouver d'autres pays pour leur fournir du pétrole. Et maintenant, entre le fameux site Léviathan, les enjeux du côté Liban, Chypre ou autre, bon, ça reste un enjeu géopolitique, je suis bien d'accord. Mais on n'est plus dans la même configuration qu'on a pu l'être dans les années 70 ou 80. Quelles conséquences ça peut avoir aujourd'hui pour les pays arabes pétroliers de se retrouver dans une situation où il y a pu y avoir une forte croissance démographique? Je pense à l'Algérie, je pense à l'Arabie saoudite, je pense à l'Irak. Donc on a besoin, au fond, de consommer pour sa propre, j'allais dire, activité économique. Qu'est-ce que ça donne sur les rapports de force, j'allais dire, internationaux? Alors, il y a la Chine, mais la Chine, quand elle vient à votre secours, il faut se méfier, parce que quelque temps après, on risque fort de se retrouver dans un rapport de force qui ne soit pas à votre avantage. Alors, Philippe et puis Benjamin. Alors, c'est une question compliquée, et puis en plus, moi, je ne suis pas spécialiste de la géopolitique, mais donc je parle sous votre contrôle cette fois-ci. Mais il me semble que ça change pas mal de choses dans le rapport des pays arabes avec le monde, et notamment le fait qu'effectivement, le pétrole n'est plus une arme. Il ne peut plus être utilisé, d'abord parce que c'est une arme qui est instable, c'est-à-dire qu'on se rend compte depuis les années 2000, même en fait depuis les années 90, mais que ça monte, ça descend, et donc on ne peut pas faire de projet à long terme avec le pétrole. Et donc ça implique en fait de chercher des ressources de développement économique ailleurs, et notamment donc aller les chercher à l'étranger. En tout cas, l'expertise, on en a parlé par exemple tout à l'heure, mais d'autres champs de développement, ces pays à s'ouvrir encore plus qu'ils ne s'étaient ouverts, c'est-à-dire non seulement sur un secteur cette fois-ci, mais désormais sur beaucoup d'autres secteurs. La question du tourisme, par exemple, est une question à la fois économique,
mais je pense aussi profondément culturelle et sociale pour beaucoup de pays. C'est-à-dire que c'est une ouverture sans précédent pour l'ensemble des pays du Golfe. Mais qui Ça ne se va voit pas aussi être dans les sans rapports, risque non plus. et qui ne peut pas être sans risque non plus, à la fois pour les rapports extérieurs, mais aussi à l'intérieur, parce que ça provoque de nombreux grabuges dans les sociétés qui s'ouvrent, comme l'Arabie Saoudite. Mais c'est aussi un rapport qu'on voit aussi avec les grandes puissances que vous avez évoquées, la Chine et l'Inde, par exemple. On a évoqué tout à l'heure les grands investissements ou les alliances qui sont faites entre les entreprises pétrolières de ces deux rives, on peut le dire, de l'océan Indien. Elles sont très importantes. Et aujourd'hui, clairement, il me semble que la stratégie des compagnies pétrolières de l'ensemble des pays pétrolières des pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, c'est vrai, Koweït et les Émirats, c'est pas vraiment en fait de réduire la production, c'est au contraire de la maintenir. C'est-à-dire, comme ils ont le pétrole qui coûte le moins cher, ils font le pari qu'ils seront les derniers vendeurs. Et donc, en fait, il vaut mieux encourager le marché à consommer du pétrole, à continuer à le consommer, même s'il baisse, pour continuer à exploiter leurs ressources avant que cette ressource n'ait plus de valeur. Donc, ils sont moins dans une stratégie en fait de réduction qu'au contraire de maintien de la production et même d'encouragement du marché à la consommation. Ça se voit particulièrement, et c'est ça qui est étonnant, avec les pays asiatiques. Parce qu'en fait, ceux qui vont être favorisés par les pays du Golfe, ces derniers mois, même ces dernières années, ce sont les pays asiatiques, la Chine et l'Inde. Et l'actualité d'ailleurs le rappelle, je crois qu'il y a une semaine ou deux, mais je ne vais pas me tromper, peut-être un petit peu plus, l'Arabie Saoudite a baissé le cours de son baril pour ses clients asiatiques. Les Émirats Arabes Unis ont fait la même chose avec une petite stratégie qui consiste à mettre sur le marché des pétroles directs sans passer par d'autres intermédiaires pour favoriser aussi leurs clients indiens et chinois en particulier. Donc ça change aussi les rapports de force qui font qu'effectivement les pays du Golfe sont plus dépendants du grand frère américain, mais là désormais se tournent majoritairement donc vers des pays asiatiques de plus en plus. Ça change effectivement l'architecture des rapports de pouvoir dans la région. Je voudrais juste simplement dire que dans le cas de la Chine, il y a aujourd'hui un tel problème de pollution, que ce soit autour de Pékin, que ce soit autour de Shanghai ou de Canton, que ce soit plus au nord sur Tianjin, il y a véritablement un danger de santé publique avec une prise de conscience de la population. Et le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir une opposition sur un terrain de santé publique. Bon, on l'a vu avec la pandémie et le coronavirus, la rapidité avec laquelle on a dit ils ont dit que d'abord ils contrôlaient tout et que ce n'était pas de leur faute, signifie bien qu'il y a une sensibilité à ça. Donc laisser continuer, j'allais dire, à jouer, à utiliser massivement, ils peuvent peut-être pas faire autrement pour le moment, mais sur le charbon et le pétrole, on sait aussi qu'ils investissent énormément dans le nucléaire. Et parce qu'ils auront besoin de faire baisser véritablement le CO2, vraiment pour une question de santé publique. C'est quand même par dizaines de milliers de morts ou centaines de milliers de morts en Chine. Alors vous allez me dire, ils sont 1,4 milliard, ça va, on a de la marge, mais bon, ça ne peut pas durer comme ça très, très longtemps. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être à un moment de tension ou de seuil. Le problème du réchauffement climatique, c'est aussi une question de seuil. Parce que si on arrive à un certain niveau et que ça s'emballe, on n'arrivera pas à remaîtriser la machine. Donc ce n'est pas si simple que ça de dire on va vendre du pétrole autant qu'on veut aux Chinois et aux Indiens, parce que les situations internes de ces deux grands États posent aussi un certain nombre de problèmes. Pour répondre à la question du rapport de force des pays arabes producteurs de pétrole, il faut quand même avoir à l'idée que les pays arabes producteurs de pétrole, c'est à peu près 20% de la production mondiale. Donc de toute façon, ils ont besoin des autres pour peser. Oui. Ils ne pèsent pas vraiment par eux-mêmes. Et donc, ils ont besoin de la Russie, ils ont besoin de la Russie. Donc ça s'est vu l'année dernière quand la consommation mondiale a chuté de 15% entre mars et avril 2020, et où l'OPEP a demandé justement de l'aide auprès des autres. C'est ça ce qui a créé l'OPEP+, et donc s'est mis avec la Russie, s'est mis avec le Mexique, s'est mis avec une dizaine d'autres pays pour justement pouvoir peser. Il faut quand même avoir à l'esprit que le premier producteur du monde, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis qui produisaient 50% de plus que l'Arabie Saoudite, quand même 15 millions de barils pour les États-Unis et 10 millions pour l'Arabie Saoudite. Donc on a vraiment des rapports de force. Il ne faut pas exagérer le rapport de force qui n'est pas forcément en faveur des pays arabes. Et l'OPEP ne représente pas tout. Et d'ailleurs, dans l'OPEP, il n'y a pas que des pays arabes. Donc clairement, ils ne peuvent pas dicter
ce qu'il faut faire en termes de marché. Ils ne peuvent pas vraiment influencer les prix sans faire des alliances avec des pays qui ne sont pas arabes. Et les Russes, ils ne donnent pas leur blanc-seing sans contrepartie. Et les États-Unis, évidemment, ne veulent absolument pas avoir à faire quoi que ce soit avec l'OPEP. Donc ils ne vont pas jouer le jeu de la baisse de la production pour faire augmenter les prix. Oui, mais je suis étonnée de ce qu'a dit Philippe Petria tout à l'heure, en disant l'Arabie Saoudite et peut-être vous avez ajouté le Qatar ou le Koweït ont baissé leurs prix pour satisfaire leurs clients asiatiques. On peut jouer comme ça en baissant que pour les uns et pas pour les autres? Alors, vous pouvez pas jouer comme ça, c'est des stratégies de benchmark en fait. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre pétrole? Comment vous allez le vendre? Est-ce que vous le vendez sur un marché par intermédiaire ou vous le vendez directement sur votre bourse pour permettre à des compagnies étrangères de l'acheter moins cher ou à terme, à quel terme vous l'achetez directement? Mais en gros, les stratégies qui ont été utilisées ces 6 derniers mois en fait, il faut que, je crois que pour les Émirats arabes unis, c'était en mars, je crois que c'était début mars, ça a provoqué un petit émoi dans l'ensemble du Golfe. Permettent effectivement aux clients asiatiques d'avoir accès à un pétrole, de pouvoir l'acheter au moment où il est le moins cher. C'est-à-dire que donc ça les favorise et c'est exclusivement tourné contre eux. Pour eux. C'est aussi une façon de montrer la compétition qu'il y a aussi entre ces pays, parce que la fin du pétrole, c'est aussi le dernier qui va arriver à le vendre. Et au fond, il y a aussi une compétition croissante entre les pays du Golfe eux-mêmes pour justement conquérir des marchés, les derniers marchés qui existent, ou les garder lorsqu'il y a une compétition sur les prix. Et là, en l'occurrence, entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, il y a aussi en ce moment cette compétition qui se joue derrière les rideaux, parce que souvent on les voit comme des frères alliés au Yémen et dans les autres conflits de la planète. Mais en réalité, sur les questions pétrolières, il y a une sorte de conflit là, qui est en train de se créer, notamment pour conserver ou pour gagner des parts de marché les uns sur les autres. D'accord, donc on pourra refaire une géopolitique du pétrole ou une géopolitique de l'énergie dans quelques temps, parce qu'il y aura visiblement de quoi faire pour expliquer un certain nombre de choses. Il y a un pays, alors qui n'est pas du tout dans le domaine du Golfe Persique, mais qui me semble important, dont on n'a absolument rien dit, c'est l'Égypte. Dont on sait qu'elle est productrice de pétrole, elle est avec une consommation interne qui est très importante, puisque ça frôle les 100 millions d'habitants, ou c'est à 100 millions d'habitants. Sur une oasis, ça semble... Des fois, on se demande comment ça arrive à fonctionner, mais bon, ça fonctionne. Et plus ce qu'ils ont trouvé dans la Méditerranée orientale. Quelle est la position de l'Égypte, où on a énormément d'Égyptiens qui allaient travailler en Arabie Saoudite, où il y avait une alliance entre Égypte et Arabie Saoudite contre les frères musulmans, où on avait l'Égypte aussi côté libyen, avec intervention, avec un soutenant du général Haftar. Qu'est-ce qu'il en est de l'Égypte aujourd'hui ? L'Égypte est un gros producteur de pétrole, mais on n'en parle pas très souvent parce qu'il a pendant très longtemps consommé tout ce qu'il produisait. En revanche, il exportait beaucoup de gaz. Et ces dernières années... À qui il exportait ? Il exportait notamment du gaz en Israël, mais aussi sur le marché européen en gaz liquéfié. Ils ont 2 trains de liquéfaction. Et en fait, ils ont eu un changement d'histoire économique assez brutal. C'est-à-dire qu'ils étaient sur une tendance de baisse de la production et de hausse de la consommation du fait des 100 millions d'habitants que vous avez évoqués. Et ils se voyaient comme un pays qui allait de plus en plus dépendant du marché extérieur. Et ils commençaient à acheter du gaz à l'extérieur ces 5 dernières années. Et une des grosses découvertes en mer, en Méditerranée orientale, a complètement changé ce dessin-là. En 2015, on fait une découverte très importante qui s'appelle Zohr et qui est de grande capacité. Ils mettent 2 ans à la mettre en production, ce qui est extrêmement rapide, avec Eni, donc les Italiens. Et donc, ça change complètement les équilibres des prochaines années. Ils redeviennent indépendants. Et d'autre part, ils vont redevenir un hub de la Méditerranée. C'est-à-dire que comme eux ont déjà construit les infrastructures d'exportation, donc de liquéfaction qui existent sur la côte méditerranéenne, le gaz d'Israël qui maintenant est vendu en partie en Égypte, puis peut-être demain le gaz de Chypre qui va être vendu en Égypte via un gazoduc, pourra être exporté via des infrastructures déjà existantes qui étaient vides depuis un certain nombre d'années puisque l'Égypte n'était plus en capacité d'exporter. Et donc elle va redevenir un hub grâce à son gaz, mais aussi grâce au gaz de ses voisins, Chypre et Israël. Donc c'est une espèce de renouveau pour l'industrie du pétrole et du gaz égyptien, de redevenir au centre en fait du jeu. Et puis dans des équilibres de rapport de force aussi, bien évidemment.
Voilà. Alors, une question encore, mais qui est peut-être un peu naïve ou provocatrice. Quand on voit l'attitude de Bahreïn, des Émirats et plus de façon officieuse l'Arabie saoudite dans les relations avec Israël, est-ce qu'il faut y voir justement un peu des effets de ces basculements, j'allais dire, de production pétrolière avec le rôle de la Méditerranée orientale. Et donc, on se dit qu'il faut, d'accord, la cause palestinienne, mais bon, on s'y investit plus autant qu'il faudrait. Est-ce qu'on est là sur aussi quelque chose qui pourrait être un basculement géopolitique qui, alors pour le coup, serait extrêmement important? Philippe? Oui, qui est vraiment un basculement majeur et qui est aussi une affaire de génération, comme vous venez de le sous-entendre. Ça se voit très bien entre la position du père, le roi Salman d'Arabie Saoudite, et le fils, qui lui est beaucoup plus en faveur d'une ouverture des relations avec Israël. Mais ça se retrouve aussi dans l'ensemble des pays du Golfe. C'est effectivement parce que, comme l'a dit Benjamin, la Méditerranée est en train de redevenir un hub des énergies, et notamment parce que le marché européen, notamment d'hydrogène ou d'énergie verte, est extrêmement attirant pour des producteurs qui veulent se reconvertir ou en tout cas qui veulent trouver de nouveaux marchés et essayer de faire quelque chose d'autre avec leurs énergies. Mais excusez-moi, quand vous dites Méditerranée, je crois qu'il faudrait préciser Méditerranée orientale. Plus que la Méditerranée proprement dite, parce qu'on ne voit pas que l'Algérie devienne, compte tenu des difficultés et de ce que vous avez expliqué, Benjamin, puisse profiter justement de ces changements, de cette évolution, de ce gaz liquéfié, parce ce qu'elle a déjà en Algérie, on est d'accord. Bon, la situation de Libye étant pas encore stabilisée, c'est évidemment une opportunité pour la Méditerranée orientale qui est tout à fait importante. Parce que c'est probablement là qu'elle est la plus probable. Effectivement, c'est là que les projets sont les plus mûrs, c'est là qu'ils ont l'air d'être les plus sûrs pour à terme. Mais quand on fait une recherche Google sur hydrogène vert pays arabes, dans les deux langues, on voit qu'en fait, c'est un mot-clé qui ressort depuis 2 ans maintenant, de plus en plus, avec une intensité croissante pour l'ensemble des pays arabes, Algérie comprise. Alors évidemment, en Algérie, ils disent c'est parce qu'on a loupé un coche, comparé au Maroc, par exemple, qui est en train de mettre du solaire pour faire de l'hydrogène vert ensuite, ou aux pays voisins. Mais ça ressort pour vraiment l'ensemble des pays, y compris pour l'Arabie saoudite. Puisqu'il y a encore 3 mois ou 4 mois maintenant, je perds un peu le fil dans ma chronologie, mais le ministre saoudien de l'énergie a proposé aux Européens de construire un pipeline direct vers l'Europe pour exporter de l'hydrogène vert. Donc c'est un véritable marché. Effectivement, comme vous l'avez dit, évidemment, ça a des conséquences géopolitiques majeures et qui sont effectivement une des raisons, je pense, du rapprochement, au moins au niveau des chefs d'État. C'est beaucoup plus difficile au niveau des populations, des opinions publiques, avec Israël, puisqu'il faut normaliser un terrain et puis des passages, en fait, pour entrer dans une économie, ou re-rentrer dans une économie méditerranéenne que les pays du Golfe avaient un peu lâché quand même depuis ces dernières années, à part le Qatar, qui est quand même un des gros exportateurs de gaz liquéfié, y compris par la Méditerranée. D'accord. Bon, sur ces questions, est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, auxquels je n'ai pas pensé, que vous auriez souhaité aborder? On a encore un peu de temps avant de passer la parole à nos... Benjamin? Ouais, moi, je souhaiterais parler de la prise de conscience chez les grosses majors occidentales, justement, de cette transition énergétique. Et pour me baser sur un dirigeant donc, de la société BP, donc une des plus grosses majors occidentales, qui non seulement a compris qu'il fallait changer de modèle, mais le met en pratique, effectivement, avec un objectif d'ici à 2030 de diviser par 2 la production pétrolière de BP, en passant de 2,6 millions à 1,5 million de barils par jour. Et ça a déjà une traduction concrète sur le terrain, en particulier en Afrique, où ils sont en train de partir d'Angola et où ils sont en train de partir de l'Algérie. Donc il y a vraiment un objectif concret avec des chiffres de baisse de la production. La plupart des majors occidentales n'ont pas un objectif de baisse de la production. Ils disent simplement qu'on va augmenter les investissements dans les énergies renouvelables sans dire qu'ils vont baisser pour autant la production de pétrole et gazière. Là, on a quelque chose de clair, de chiffré, avec une des plus grosses majors occidentales du monde, avec une grande historique de production, qui dit, voilà, on pense que le modèle va s'arrêter bientôt, on ne veut plus être dépendant de ces cours qui sont extrêmement volatiles et qui sont dangereux pour notre propre survie, donc on va investir massivement dans les énergies renouvelables et on va baisser les investissements dans le pétrole et dans le gaz. Donc on n'est plus dans quelque chose de cosmétique, là on est dans quelque chose qui est vraiment concret,
où on passe à un autre type de modèle, c'est-à-dire avec des énergies renouvelables qui vont faire 30 à 40% des investissements d'une société comme BP. Donc c'est la plus avancée. Les autres majors occidentales sont un peu moins avancées et les américaines sont très très loin derrière. Et Chevron et Exxon restent encore dans le tout pétrole, même s'il y a peut-être un changement au niveau du discours, mais il n'y a rien de véritablement concret. Et comment ça s'explique, ça ? Pourquoi BP ? Est-ce que c'est une tradition ? Est-ce qu'ils ont toujours été un peu en avance ? Et quelles conséquences ça a dans les pays où ils travaillent ? Je pense le Golfe du Mexique, où ils étaient très importants. En Chine, ils y étaient aussi. Quelles conséquences ça a ? Et sur le plan des actionnaires, tout le monde suit dans cette affaire ? C'est ça, Lord Browne, donc l'ancien patron, était déjà très favorable aux énergies renouvelables et lui-même, après être parti de BP, il a lancé des sociétés d'énergie renouvelable, justement. Quand Bob Dudley est arrivé, donc c'est un Américain, il a arrêté ce genre de projet, donc ils sont revenus au tout pétrole et au gaz. Et donc l'année dernière, le changement de discours est lié à l'arrivée d'un nouveau PDG, donc Bernard Looney, beaucoup plus jeune, beaucoup plus ouvert sur ce type de technologie, et qui considère que la société n'a pas le choix. C'est pas une question de communication, en fait, c'est juste pour faire en sorte que BP puisse survivre encore plusieurs décennies, il faut tout simplement qu'elle change de modèle et donc qu'elle prenne des décisions lourdes, mais qu'elle peut mettre en place sur des décennies. Donc il vaut mieux les mettre maintenant en place qu'attendre, comme les Américains, ce qu'ils sont en train de faire et qui vont peut-être devenir dans une situation de risque. Il ne faut pas oublier qu'une société comme ExxonMobil, qui est très engagée dans le pétrole et dans le gaz de schiste aux États-Unis, a perdu 20 milliards de dollars l'année dernière. Donc c'est quand même pas un petit sujet pour des boîtes comme ça. Sûr. Bien sûr, c'est bien. Je voudrais revenir, on est passé très vite, sur le pétrole de schiste et le gaz de schiste en Algérie. Parce que vous avez dit ils avaient commencé une extraction possible, mais dans mon souvenir, il y avait eu une réaction de l'opinion publique qui n'était pas du tout favorable à ça. Non, je me trompe ou quoi ? Non, c'est ça. C'est un peu le début de la lutte effective contre les dernières années Bouteflika. En fait, c'était en 2015. Il y a eu un seul forage qui a été effectué en 2015 et il y a eu des manifestations dans toute l'Algérie. Donc pas uniquement chez les riverains qui avaient peur justement que les nappes phréatiques soient polluées, mais vraiment quelque chose d'épidermique dans la population. Et c'était aussi pour dire qu'elles en avaient ras-le-bol du système en place. Et donc depuis lors, même le président Tebboune n'en parle pas. C'est-à-dire que ça reste un sujet tabou, alors même que le potentiel, Tebboune, si j'ose dire. Ouais, alors que même que les potentiels en gaz de schiste en Algérie sont extrêmement importants. C'est Maghreb et Afrique du Sud pour les potentiels. Et il y en a pas au milieu, mais ça restera peut-être un potentiel uniquement. Oui, d'accord. Philippe, il y a un thème qu'on n'a pas abordé, sur lequel vous auriez aimé nous éclairer, ou on a fait un peu un tour de... Bon, il y aurait beaucoup à dire, puis vos questions ont été déjà très riches, donc merci beaucoup. Il y a peut-être deux choses, justement pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin, qui me semble intéressante, c'est effectivement les énergies renouvelables. C'est-à-dire, où en sont les pays arabes, si on peut les appeler comme ça, même si l'appellation peut être discutée, mais où en sont les pays arabes dans le développement des énergies renouvelables, alors même que c'est des pays qui sont très bien disposés pour des énergies comme le solaire, par exemple. Et pourquoi ce développement si poussif, si difficile, alors qu'ils ont tous les atouts, ils ont des financements, ils ont des ressources naturelles, du soleil, du vent pour certains, etc. Et quelles sont leurs difficultés ? Alors moi, je ne suis pas du tout expert, mais ce que je note, c'est que c'est quand même aussi une opportunité pour les pays arabes, d'abord, de pouvoir produire de l'énergie verte, parce qu'ils ont tout est disponible. Des problèmes de financement, mais il y a aussi des investisseurs qui sont prêts à venir si le cadre juridique devient plus rassurant. C'est aussi une opportunité pour recréer une économie régionale. Et je crois que certains l'ont bien compris, notamment lorsque des Saoudiens ou des Qataris investissent au Maroc, par exemple, dans les centrales Nour, près de Ouarzazate, par exemple, ou inversement, quand on fait venir des ingénieurs, aujourd'hui, les Algériens vont travailler dans les compagnies pétrolières du Golfe. Il y a une sorte de régionalisation qui peut être possible autour de l'énergie et qui pourrait peut-être permettre aux pays arabes de faire entendre un peu mieux leur voix, diplomatiquement, géopolitiquement, si on arrive à une économie un peu plus soudée, en tout cas plus consciente de ces liens économiques qui peuvent se retisser autour de l'énergie, même si c'est une énergie post-carbone, en tout cas une énergie qui ne dépend pas seulement que du pétrole brut et du gaz. Et puis la deuxième chose à laquelle m'ont fait penser vos questions, c'est effectivement qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a pensé le rapport des Arabes avec le monde en grande partie autour du pétrole et du gaz. Effectivement, il n'y a pas une seule histoire des pays arabes qui ne mentionne pas le gaz et le pétrole. Et au fond, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on a reproduit un peu ça.
c'est parce que c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est aussi à une phase où le rapport des pays arabes va se penser autrement que par le seul pétrole et le gaz. Et ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait neuf pour un historien, mais j'imagine aussi pour des politistes comme vous, ce qui nous laisse un peu démunis, mais ce qui montre aussi que les pays arabes ont aussi eux-mêmes conscience que leur rapport au monde est différent désormais, que maintenant que le pétrole et le gaz ne sont plus les déterminants de leurs relations extérieures. On a évoqué la Chine et l'Inde, par exemple, vis-à-vis des pays occidentaux. On a aussi évoqué assez rapidement la question du tourisme, qui est, vous savez, souvent une sorte de mantra. Quand on dit développement post-pétrolier, voilà, tout de suite, on sort comme si ça se faisait comme ça, le tourisme dans les pays. Le Covid a rappelé qu'on ne développe pas une destination touristique comme ça, même si on a tous les atouts pour le faire, un beau désert, du soleil, des belles plages, comme l'Arabie Saoudite, et que même pour des Saoudiens eux-mêmes, le tourisme n'est pas acceptable en tant que tel. Et on en parle peu, mais les projets NEOM ont suscité une très forte opposition à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, notamment de la part de Bédouins qui se sont vus déplacés de façon autoritaire et très violente d'ailleurs, mais de multiples autres oppositions. Et tout ça montre en fait à quel point à la fois le pétrole a été effectivement un déterminant des sociétés arabes et de la façon dont elles ont construit leur rapport avec le monde, mais inversement, comment est-ce que l'absence, en tout cas la réduction de ce rôle déterminant du pétrole et du gaz, va devenir aussi un enjeu majeur, je crois, pour comprendre quel est le rapport des Arabes avec le monde, y compris avec des formes, et surtout avec des formes non pétrolières ou non gazières. Et ça me semblait particulièrement intéressant de l'évoquer avec vous aujourd'hui. Oui, ça me semble tout à fait. Non seulement ça, mais comment ça va faire bouger à l'intérieur leur propre société. C'est-à-dire que ce qui est possible avec les moyens de subvention financés, les études, la santé, etc., et qui va peut-être devenir un peu plus compliqué, et surtout l'ouverture dans des champs, dont celui du tourisme dont vous parlez, va avoir un effet boomerang, bien évidemment, sur la situation des sociétés. Je pense à l'Arabie Saoudite, au wahhabisme et à la place des femmes dans cette société. Donc, on est sans doute aussi au début de changements très, 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 très importants. Ben, on va passer la parole maintenant. Je pense parce que oui, allez-y, Philippe. Vous aviez évoqué au tout début la première question, qui est la question fondamentale, c'est celle de l'État rentier. Effectivement, aujourd'hui, dans les pays du Golfe, on peut se poser la question de savoir si c'est encore des États rentiers. Depuis 2015, les pays du Golfe ont mis en place une TVA. Donc elle est à 5%, ça paraît très réduit, mais c'est un changement majeur pour des pays qui justement ont construit leur modèle politique sur l'absence de taxation, pas d'impôts. Vous savez, c'est le fameux équivalence qu'on fait, pas d'impôts, pas d'augmentation politique. Maintenant, il y a 5% de TVA. Grâce au Covid, certains pays comme l'Arabie Saoudite ont monté à 15% la TVA l'an dernier. C'est un taux quasiment européen. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà en train de passer à un mode pas seulement une taxe, parce qu'il y a tout ce qui entraîne la taxe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on taxe, qui va taxer, toute l'infrastructure qui est derrière, et aussi le schéma, l'idée politique qui est derrière, qui montre qu'en fait on est déjà dans des formes, je ne vais pas dire post-rentières, mais déjà dans des formes de transition politique qui font que l'État rentier aujourd'hui n'est plus vraiment un modèle qui marcherait, je crois, pour comprendre la transition politique et énergétique des pays du Golfe. La grande question aussi qui est derrière, et qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est que la TVA, manifestement, a été acceptée avec beaucoup de contestations, parce que ça fait augmenter les prix, évidemment, et en particulier les prix de l'énergie, de l'habillement, de l'alimentation, même s'il y a énormément d'exceptions au régime de TVA dans les pays du Golfe. C'est vraiment un patchwork de situations juridiques. Mais la grande question derrière, c'est l'impôt sur le revenu. Quand est-ce que les pays du Golfe vont mettre en place? Alors là, ça sera vraiment la fin, le cercueil de l'économie de pour le modèle de l'État rentier. Ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière interview du prince héritier saoudien, il a pris soin de dire que oui, il avait augmenté la TVA, que peut-être on pourrait revenir à 5% après le Covid. Bon, en fait, ça veut dire que le 15% va rester, ce qui est en fait déjà un acquis majeur, mais qu'il n'y aura jamais de discussion sur l'impôt sur le revenu. Jamais, jamais, jamais. C'est intéressant qu'il l'ait quand même évoqué de vive voix dans une interview, diffusée non pas sur une chaîne occidentale en anglais, mais en arabe, sur une chaîne arabe, donc Rotana en l'occurrence. Ça montre que c'est une vraie question et c'est effectivement un vrai débat, en Oman d'ailleurs, ça fait friser et ça virevolte tous les contributeurs, savoir quand est-ce qu'ils vont aller jusqu'à imposer un impôt sur le revenu, ce qui prouve qu'en fait, ce n'est pas une question de long terme. D'accord, merci. Une réaction? Non, pas du tout. Alors, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, en cette fin de journée, est prêt à poser une question ou... Oui, madame. Merci.
Il ne faut pas toucher au micro, c'est ça. Vous pouvez peut-être enlever votre masque, on vous entendra d'autant mieux. Entendu. Alors, c'est très intéressant, cette conférence, je vous en remercie. Je vous poserai la question, Monsieur Benjamin Auger, concernant l'Algérie. Le gage, vous disiez que la production a diminué. Vous avez une idée de la quantité de la diminution et du nombre d'années qui resterait à l'Algérie dans cette exploitation avec les moyens actuels, hein. Et effectivement, comme vous le disiez, beaucoup d'entreprises se retirent de l'Algérie pour les difficultés financières et politiques. Je le comprends. Merci beaucoup. Alors, c'est surtout au niveau de la production de pétrole que la production a baissé. On était, il y a 5-6 ans, 1,5 million de barils par jour, et on est à entre 800 et 900 000 barils par jour actuellement. Donc, une baisse quand même très significative. Et pour le gaz, on a en gros baissé de 10% en 10 ans, mais tout cela doit être accentué par le fait que la consommation a explosé dans les deux cas. Donc, ça veut dire que vraiment, les exportations et donc les revenus ont considérablement diminué. C'est ça le plus inquiétant. Et donc, pour répondre à votre question, combien de temps encore les Algériens ont ? C'est pas pareil entre le gaz et le pétrole. Ils pourront produire encore du pétrole pendant 15-20 ans, sans trop de difficultés, et du gaz aussi à peu près dans ces niveaux-là. Mais après, ça dépendra de la consommation locale. Le gros problème, c'est est-ce qu'on va arriver à un jour où la totalité de la production pétrole et gazière sera consommée localement ? Et donc là, on sera obligé de passer à un autre modèle, voire envisager de passer à un autre modèle avant que ça arrive. Et donc, ça passe par l'arrêt, ou en tout cas la diminution des subventions pour éviter le gaspillage et aussi la vente dans les autres pays, hein, parce que vous avez beaucoup de contrebande de pétrole algérien. Les Algériens ne consomment pas 450 000 barils par jour, hein, ils en consomment moins, mais il y a énormément de contrebande du pétrole algérien qui est largement subventionné, donc ça a un intérêt de le vendre dans les pays à côté. Donc ça veut dire des tensions internes à venir qui ne risquent pas de se calmer. Voilà, si on regarde les choses telles qu'elles sont, puisqu'on voit bien dans la situation actuelle, l'armée contrôle de la même manière qu'avant. Tebboune n'a pas rien réglé. On voit la répression qui s'exerce avant les élections législatives qui vont avoir lieu. On risque d'avoir des tensions extrêmement fortes et donc des répressions encore tout aussi dures et difficiles. Oui, et je pense, pour en revenir à ce que je disais par rapport au nombre de fonctionnaires, il faut pouvoir continuer à payer 2,5 millions de personnes tous les mois. Si vous réduisez ce nombre-là, vous allez encore créer davantage de mécontents. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais ça a commencé à diminuer, hein. Il y a eu jusqu'à 4 millions de fonctionnaires en Algérie, on a 2,5 millions, mais c'est juste pas soutenable sur le très long terme. Donc, il y a des choix à faire qui ne seront pas du tout populaires pour un pouvoir qui n'est pas forcément très légitime. Effectivement. Une autre question, monsieur ? Oui, je voulais revenir sur l'Arabie Saoudite. Oui. Vous avez mentionné, M. Petria, qui a la mise en place de la TVA. Il y a aussi un point, c'est que jusqu'à présent, l'Aramco était 100% une société d'État. Or, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a une volonté du gouvernement saoudien d'ouvrir le capital. Est-ce que c'est simplement lié à un problème de cash et d'avoir des revenus rapidement, ou est-ce que c'est une stratégie à plus long terme, et si oui, laquelle ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. En fait, vous avez déjà répondu à la question. Vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds parce que vous avez donné les deux éléments de la réponse. C'est d'abord une volonté de faire du cash, notamment pour mettre de l'argent dans ce qu'on appelle le fonds de développement saoudien, le PIF, hein, où on voulait mettre le maximum d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu tout ce buzz dans les réseaux qui avait été créé pour essayer de gonfler la valeur de l'Aramco. Et puis, c'était aussi une stratégie qui est adoptée maintenant depuis 5-6 ans, en fait, surtout depuis la crise de 2008, en fait, même plus, qui est une conversion des modèles au néolibéralisme, qui est dans l'ensemble des pays du Golfe, hein, où les projets de privatisation, y compris des sociétés pétrolières, mais c'est particulièrement compliqué, sont désormais des projets dont on parle couramment, hein, parce qu'on est vraiment dans une phase de néolibéralisme où on pense que le marché pourra mieux développer l'économie et ces pays que ne l'a fait l'État, après donc deux générations de développement pétrolier dont on voit aujourd'hui les impasses. Alors, vous avez évoqué la privatisation.
c'est à la fois une privatisation, mais c'est aussi un échec de privatisation, parce que comme vous le savez, on voulait mettre sur le marché 5% de l'Aramco. Finalement, ça a été réduit à 1,5%. Elle devait être introduite en bourse sur une grande bourse internationale. On a parlé de Londres, des États-Unis, Hong Kong. Finalement, ça a été mis en place sur le marché de Riyad. Et puis enfin, les investisseurs, donc on n'a pas vraiment leur nom, mais enfin, globalement, c'est quand même des locaux dont on peut imaginer qu'ils n'ont pas répondu seulement volontairement aux appels du pied du prince saoudien. Donc c'est à la fois une réussite, parce que bon, pour la première fois, il y a 1,5% de l'Aramco qui a été vendu, qui a été mis sur le marché. Donc c'est plus une compagnie entièrement ou à 100% publique. Ça montre aussi toutes les réticences qu'ont les investisseurs, y compris nationaux, à investir dans leur propre compagnie. Et c'est quand même intéressant de le remarquer, en particulier pour une société comme l'Aramco, qui, vous l'avez dit, est la première société pétrolière mondiale. Donc c'est les deux, et vous l'aviez, je pense, en fait très bien en tête. Donc à la fois de faire du cash, et puis c'est aussi un changement de modèle économique dont le prince Mohamed bin Salman ne se cache pas. Il le dit ouvertement, il a été d'ailleurs biberonné à ça dans les quelques études qu'il a faites. Donc une conversion au libéralisme pour l'ensemble des programmes économiques actuels. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais n'hésitez pas à me demander de préciser si ce n'était pas assez clair. Une autre question, monsieur ? Merci. Bonjour. Vous enlevez votre masque, on vous entend. Vous avez brièvement évoqué le Maroc et la production d'hydrogène avec le solaire. J'aurais aimé savoir, donc l'hydrogène qui est un peu l'énergie du futur, en tout cas du point de vue français et européen. Est-ce qu'il y a d'autres pays du Moyen-Orient qui développent cette industrie de l'hydrogène qui pourrait peut-être remplacer, en tant qu'industrie lourde, vraiment très prometteuse, l'industrie pétrolière, peut-être à très long terme ? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ça ? C'était sur le même thème. Alors moi, je suis pas spécialiste d'énergie, mais comme c'est moi qui ai évoqué cette question-là, je me sens un peu responsable. Donc j'essaie de vous répondre, mais avec des précautions. J'ai évoqué effectivement le Maroc. Pour l'hydrogène vert, vous savez, en fait, c'est de l'hydrogène, mais fait avec de l'énergie renouvelable. Donc c'est de l'hydrogène. Donc les pays qui mettent en avant ça, ce sont des pays qui ont des capacités solaires déjà assez développées pour dire on peut faire de l'hydrogène avec notre solaire, qui est lui-même une énergie renouvelable. Donc il est labellisé vert. Évidemment, le marché européen, avec les nouveaux plans de la Commission européenne, est dans la ligne de mire de tous ces investisseurs, puisque ça va être un très gros client, si la Commission tient sa promesse, mais elle le fait généralement, de développer les achats d'hydrogène vert, y compris pour les pays du pourtour méditerranéen, qui sont a priori les fournisseurs les mieux disposés. Alors le Maroc est très bien parti, en tout cas du point de vue de ses infrastructures solaires. C'est aussi un pays qui attire assez facilement les investisseurs. J'ai évoqué le projet Nour autour de Ouarzazate, qui en est déjà à sa 4e phase de développement et qui est financé par l'AFD, par la Commission européenne, par l'agence de développement allemande, mais aussi, j'ai dit, par des investisseurs, y compris du Golfe, notamment l'entreprise saoudienne Aqua Power, qui a investi assez fortement ces 2 dernières années dans le solaire et l'éolien dans les pays du Maghreb et en particulier au Maroc. Alors il y a d'autres pays qui le font, mais qui sont un peu moins avancés, soit parce qu'ils sont plus loin, donc c'est notamment Oman qui a développé très tôt ses centrales solaires, et puis évidemment les Émirats arabes unis. Mais là aussi, le solaire n'a pas l'air de tenir toutes ses promesses. Alors comme je ne suis pas spécialiste de l'énergie, je ne peux pas vous dire exactement où ils en sont, mais pour l'instant, l'hydrogène vert, c'est quand même encore un gros défi industriel et technique, notamment pour des questions de transport de l'hydrogène vert. C'est vraiment de la très très haute pression, et c'est des techniques qu'aujourd'hui très peu de pays sont capables de maîtriser. Probablement le Qatar l'aurait parce qu'il a déjà une expertise dans le gaz liquéfié, mais à part lui, c'est quand même encore un gros défi industriel et technologique, y compris, je crois, pour des pays, mais Benjamin doit savoir mieux que moi, y compris pour des pays européens ou américains, l'hydrogène vert. Donc c'est encore une étape du futur, mais il est clair que les pays arabes se positionnent là-dessus. J'ai évoqué l'Arabie Saoudite, j'ai évoqué Oman, et puis j'ai évoqué le Maroc, notamment vis-à-vis du marché européen, qui est véritablement un marché qui excite beaucoup de convoitises. Une autre question ? Non. Oui, pardon. Oui, allez-y, madame. Je voulais continuer sur le Maroc. Quelle est la situation énergétique du Maroc dans le domaine du pétrole et du gaz ? Qui sont ses fournisseurs ? Quels sont ses besoins ? Voilà, merci. Alors, au niveau pétrole et gaz, donc, le Maroc ne produit pas de pétrole, n'en a jamais produit un tout petit peu de gaz, fait beaucoup d'exploration. C'est un des pays qui fait vraiment le plus de promotion de son bassin, que ce soit onshore ou que ce soit offshore. Dans toutes les grandes conférences africaines,
Ils sont toujours très présents, avec un cadre très attractif, justement en termes de taxation, etc. Mais pour le moment, pas de grandes découvertes. Donc, dans un futur proche, toujours la nécessité d'importer la plus grosse partie de son pétrole et son gaz. Et il prend une partie du gaz algérien, après qui part par l'Espagne. Mais autrement, il doit importer comme tout pays non producteur de pétrole et de façon très très limitée de gaz. Donc à moyen terme, aucun changement en termes d'hydrocarbures pour ce qui est du Maroc, malgré les intentions et l'envie et un cadre extrêmement attractif et très clair, contrairement à beaucoup de ses voisins. Oui, oui. Le gazoduc continue à fonctionner. Ouais. C'est indispensable aussi pour l'Algérie de vendre son gaz. Les conditions en France, compte tenu d'un contrat et compte tenu de notre histoire, étaient très favorables, mais il faut bien aussi impérativement exporter ce qu'on a, même si on en consomme une grande partie chez soi. Donc, et il y a une sorte de pragmatisme qui fait que voilà, on fonctionne aussi. Hein, voilà. Madame ? Oui, bonjour. Votre masque, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, je voulais vous poser la question par rapport à la Turquie qui a découvert il n'y a pas très longtemps 135 milliards de mètres cubes de gaz. Et donc, du coup, je ne sais pas si la Turquie aussi exporte son gaz ou découvre aussi du pétrole, je ne sais pas. Par rapport à la Turquie. Alors la Turquie a découvert un peu de gaz en effet, mais ça ne sera absolument pas de nature à être suffisant pour son consommation personnelle. Donc elle importe beaucoup de gaz, notamment gaz liquéfié, notamment d'Algérie d'ailleurs, et elle va continuer à importer malgré la découverte à laquelle vous faites allusion. Il y a énormément de problèmes dans la mer Méditerranée, notamment à cause de Chypre. L'armée turque a posé des problèmes à un certain nombre de rigues de forage des sociétés qui étaient présentes au sud de Chypre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi d'ailleurs entre le Venezuela et le Guyana. Hein, le Venezuela qui a arrêté un certain nombre de bateaux au Guyana qui considérait comme étant dans ses eaux territoriales. Donc il y a des questions géopolitiques, mais en tout cas par rapport à ce que vous dites à la découverte, elle n'est absolument pas de nature à faire en sorte que la Turquie devienne indépendante dans les prochaines années au niveau de son gaz. D'accord. Et vers Gaza, la bande de Gaza aussi, j'avais vu qu'ils avaient découvert du gaz. Oui, il y avait des indices intéressants et finalement, les sociétés sont parties. Bon, on les a fait partir, c'est comme vous préférez. C'est-à-dire qu'investir beaucoup dans des situations de très grande instabilité, c'est quand même un peu audacieux. En revanche, ce qui est important pour la Turquie, c'est que ça peut être aussi un hub de tracés d'oléoducs, de gazoducs, et les relations qu'elle a, en tout cas qu'Erdogan a avec Poutine, jouent un rôle aussi qui est important. Tout cet enjeu de réseau. Par où doivent-ils passer? Que doivent-ils contourner? C'est quand même la Turquie se voyait comme un hub énergétique qui était important. Il faut savoir que quand on a des oléoducs ou gazoducs sur son territoire, on touche aussi quand même des dividendes parce qu'ils utilisent voilà. Donc c'était très très important. Et les enjeux par où on passe, y compris dans le rapport géopolitique avec la Grèce. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire-là. Et vous voyez que Erdogan, qui a un soutien le régime officiel de Libye reconnu internationalement, passant des accords avec lui en échange de l'arrivée au fond de militaires syriens embarqués par la Turquie pour intervenir en Libye, en échange d'une extension d'une zone en Méditerranée orientale où la Turquie aurait la possibilité d'intervenir. Donc ça reste des questions géopolitiques extrêmement importante dans ce coin-là. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait, si pas le tour de la question, on l'a quand même un peu travaillé. Je vous remercie de nous avoir écoutés et d'être venus participer aux Journées de l'Histoire de l'Institut du monde arabe. Voilà. Merci à Philippe Pétria d'avoir accepté d'être en visioconférence, voilà, et j'espère qu'on se reverra des visus un jour ou l'autre. Ça sera avec grand plaisir. Et merci à Benjamin Auger, merci. Voilà, que j'ai eu un grand plaisir à retrouver. Voilà.